tous les 2000 ans, le Herrgott, Dieu, envoyait sur la terre un homme providentiel. Et que cette fois, c'est eux qui avaient la chance de l'avoir. C'est un officier allemand, notaire de sa profession, qui sortait des trucs pareils. C'est incroyable, hein? On a eu très peur, tout le monde a eu peur. Oui. Ils sont là, ils sont de nouveau là, les voilà, ils sont là. C'est fini pour nous. La guerre. En un mois, l'armée française est balayée par la Wehrmacht. 8 millions de réfugiés se déversent sur les routes de France. La défaite est consommée, puis c'est l'armistice. Le gouvernement se replie à Vichy. Philippe Pétain devient chef de l'État français. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. C'est moi seul que l'histoire jugera. Quand ils sont arrivés, c'était une annexion de fait. Hein, ils récupéraient leurs biens, les Allemands, quand ils sont arrivés ici. Hein. Ils étaient chez eux. D'ailleurs, dans l'armistice de Vichy, on ne parle pas de nous, on ne parle pas de l'Alsace et de la Lorraine et de la Moselle, on n'en parle pas. Les Allemands, pour eux, c'était un fait établi qu'on était de nouveau Allemands et pour toujours. Hein. Einmarsch in Metz. Auch diese Stadt hat ihr deutsches Gesicht trotz aller Drangsalierungen durch die Franzosen treu bewahrt. Immer wieder grüßen unvergängliche Werke deutscher Gotik auf unsere Soldaten herab. Le lendemain, il y a eu donc un geste très fort qui est l'arrestation du préfet de la Moselle, qui est donc le représentant de l'État français en Moselle, Charles Bourrin, qui a été interné donc jusqu'au 8 août 1940. Et à la tête de l'administration, il y a donc un chef de l'administration civile en Moselle, qui est Joseph Burkel, qui est non seulement un administratif, mais aussi un nazi, un ami personnel d'Hitler, et qui cumulera la fonction administrative avec la fonction politique de Gauleiter. Son idée, c'est la germanisation totale de la Moselle, c'est-à-dire la disparition de tout ce qui peut rappeler la France, le français, la civilisation française, la culture française, y compris la population francophone. À partir d'aujourd'hui, c'est l'Allemagne, c'est plus la France. J'étais obligé de subir les lois allemandes. Les écoles, il fallait parler allemand. Moi, j'avais toujours le béret, vous savez, le béret français. Eh ben, c'est pas question de le mettre. Ceux qui prenaient le béret, il en prenait une dans la figure, et puis s'il le ramassait, il en prenait une autre. Hein. Il a suffi de 2 mois pour changer les plaques de rue, pour changer les noms des villages. Dieu s'appelait Douce, Vergaville s'appelait Wirtsdorf, Biedesdorf s'appelait Biedesdorf, Gebesdorf s'appelait Gebesdorf. Tous les noms étaient germanisés. Hein. En tous les cas, même ceux qui ont été contents d'accueillir les Allemands se sont aperçus que ce n'étaient pas les mêmes Allemands et qu'avec eux, il y avait le nazisme. Je pouvais ramener les plus pires mauvaises notes de l'allemand à la maison. Ma mère ne disait jamais rien parce qu'elle avait gardé intacte la vieille haine. Elle disait jamais les Allemands, elle disait les Prussiens. La France, c'est à la fois la langue, c'est un pays extraordinaire, c'est la liberté. Ce n'est pas l'Allemagne, ce ne sont pas les Allemands, ça n'est pas Hitler. Il était évident pour les Allemands qu'il y avait une partie de la population mosellane qui n'était pas germanisable. Là, on a demandé aux gens, selon certains critères, de partir. Ils avaient 3 jours, hein, c'était très ciblé, c'était les gens, les Français de l'intérieur, les Juifs, les Africains, les Asiatiques.
Ma mère avait été faire ses courses dans le quartier. Le lait, le pain, le journal. Elle a dit à mon père, méfions-nous, parce qu'ils sont rue des Ponts des Loges. Ils rentrent tout seuls dans les maisons, mais ils ressortent avec quelqu'un. Je suis sûre qu'il y a les expulsions. Mon père lui a continué à lire son journal. Il lui a dit, oh, penses-tu, il n'y aura plus rien maintenant. Ouais, ben, il y a eu après. Ensuite, ils ont distribué, si vous voulez, ils ont distribué des questionnaires. Ça, c'est par l'Amérique, ils ont distribué des questionnaires. Et ils demandaient si on optait pour la France ou si on optait pour l'Allemagne. Et puis après, toute la question pour voir nos opinions. Au mois d'août, il y a un événement qui ne sert que de prétexte, car l'opération était préparée de longue date. Le 15 août, à Metz, eh bien, c'est la grande manifestation, c'est l'Assomption, c'est la fête de l'Assomption. Mais on a l'habitude de se rendre à Notre-Dame de Metz, place Saint-Jacques. Mais ça ne s'est pas passé comme ça en août 40, car c'était interdit. Toute la journée, les Messins ou des gens des environs de Metz vont venir déposer en un flot continu une espèce de grand drapeau tricolore au pied de Notre-Dame de Metz. Ben, tout le monde chantait en français, d'abord, et la place Saint-Jacques était un parterre de fleurs. Mais ça n'a pas tardé, les représailles. Le lendemain, ça y était. Dès le lendemain, l'évêque de Metz, Monseigneur Heinz, une bonne partie du clergé est expulsée. Au petit matin, l'évêque réveillé, on le fait, son vicaire général ou son secrétaire plutôt, qui va le réveiller, lui dit voilà, il y a des policiers qui vous attendent, et il se retrouve face à des soldats qui ne le lâchent pas d'un pouce. On lui dit simplement, vous avez quelques 2 ou 3 heures pour préparer vos affaires, tant de bagages, tant d'argent, point final. À partir du 16 août 1940 et jusqu'au 18 septembre 1940, on est venu chercher des gens selon ces mêmes critères, mais en plus des gens qui étaient potentiellement francophiles, c'est-à-dire des gens, par exemple, qui faisaient partie d'associations patriotiques. Il y avait un souvenir français dans chaque village, avec un président. Hein. Tout le village a assisté à son départ. Tout le monde l'entourait, l'homme-là. Il y avait des catégories qui étaient définies et il y a des listes qui ont été établies. Pendant tout l'été, pratiquement tous les jours, des gens ont été chassés. La première chose, mon père est engagé volontaire pour la durée de la guerre contre les Allemands. La deuxième, c'est que quand on avait rempli notre questionnaire que la mairie nous avait distribué, on avait opté pour la France. Vous voyez ? Est-ce que vous parlez le français ou est-ce que vous parlez l'allemand ? Tout ça, bon, on parlait français. Toutes les questions qui étaient, c'était contre. En plus, machin politique, mon père était communiste. Donc, c'était 3 choses qui... Puis on savait que les maisons étaient repérées, on savait qu'il y avait des Allemands qui étaient dans le village, tout ça. Le bruit a couru tout de suite dans le village, vous pensez bien. Puis tout d'un coup, on a entendu la porte d'en bas qui claquait. Vous savez ce que c'est, les stiefels et les bottes, les fameuses bottes allemandes. Et c'était le flic avec un petit papier avec notre nom, notre adresse, le nombre d'enfants. Il y a une voiture qui arrive là, avec les Allemands. On nous a simplement dit, allez, faites vos affaires, et puis, raus, non. Alors, ma mère a dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Alors, il y a, heureusement, la voisine qui est venue, je lui ai dit, qui était bien, elle parlait l'allemand et tout ça, elle nous a dit, prenez ce que vous pouvez, hein, parce qu'elle dit, vous revenez plus ici. Alors, comme ma mère, elle ne voulait pas, c'est elle qui a été prendre dans les armoires, elle a pris des vestes, des pantalons, des habits, quelque chose, qu'elle a fait des paquets, qu'on a pu embarquer ça, sinon, on partait les mains dans les poches. On frappe à la porte, on ouvre, ce sont 2 soldats en uniforme allemand, armés, qui arrivent et qui viennent avec cet ordre d'expulsion. Et ils le donnent à mon père. Ah ben on a vite préparé nos affaires. Hein. Non, on a très peu de bagages, très peu d'argent. 50 kilos par personne, et puis 2000 francs. Ma mère avait camouflé le peu d'argent qu'on avait. Elle a commencé à passer des billets dans ses baleines de corset.
Les sacs qu'on avait préparés, les 50 kilos par personne, c'était dans des valises, dans des sacs, mais beaucoup dans des sacs de grains, vous savez, et puis qui étaient cousus le haut, et avec les noms qui étaient marqués dessus, et l'adresse de départ, pas d'arrivée. Il y en a un, il a pris le vélo de mon père. Mon père parlait allemand, alors il lui a dit, mais hey, le vélo, il est à moi. Hein. Il a dit, c'est ton vélo. Il a dit, mais tu le laisseras ici, tu ne le porteras pas avec. Alors mon père, il lui a dit, moi, je ne l'aurai pas, mais toi non plus. Il a pris le vélo comme ça. Il a lancé au milieu de la route avec les roues en 8. Et le type, il a sorti le col, il voulait le descendre. Hein. Heureusement qu'il y avait l'officier qui l'a arrêté. Allez, Raus. Et c'est lui qui a fermé la porte de notre appartement et qui a mis la clé dans la vareuse. À 9h du matin, tous les bagages sont rassemblés, enfin les pauvres bagages, et on se retrouve sur la place du village, et là, il y a 2 bus, hein, il doit y en avoir 2, je pense. Il y a tout le monde qui pleurait, ma mère qui pleurait, les autres qui pleuraient, et puis on regardait par la fenêtre, et puis ça roule, et puis... Le bus va s'en aller, emprunter la grande rue, nous repasserons devant notre maison, puisqu'elle donne sur la rue, et là j'entends mon père dire « Ah, ils ont déjà mis les scellés sont déjà sur la porte. » Ma mère, dans sa tête à elle, on arrive à Metz, elle s'est dit, on va arriver à Metz, ils vont nous poser des questions, ils vont voir qui s'est trompé, ils vont nous ramener. On arrive à la gare du Sablon, donc non pas à la gare centrale actuelle, mais à la gare du Sablon. Je sais qu'on est resté un moment sous le quai. On rencontre des gens qui viennent de tous les villages, de Florence, de Srémange, enfin... Dans le train, je pense qu'on va monter, qu'on reste des heures au Sablon, et on montera vers le soir. Et on ne savait surtout pas où on allait. Entre-temps, on peut imaginer, c'est une métaphore, mais la métaphore reste vraie, même si les voies n'étaient pas les mêmes, on peut imaginer que les gens qui étaient expulsés à partir d'août 40 de la région Messine et du Saulnois ont croisé les gens qui remontaient de la région de Cognac et des Charentes et qui, eux, remontaient vers la Moselle germanophone. La région de Bitche, toute proche de la frontière, ou frontalière, a été évacuée en septembre 1939, comme toute la zone frontière, vers la Charente ou les départements vers des départements de l'Ouest. L'année en Charente, c'était la plus belle année de notre vie. Mais on était quand même content de rentrer. Oui. Quand ces gens reviennent, sont rapatriés pendant l'été 1940, ils découvrent que leur village n'existe plus. C'est comme ça. Les maisons tout étaient vides, après des autres. Les autorités militaires allemandes ont décidé que le camp militaire de Bitche n'était pas assez grand. Il fallait l'agrandir considérablement pour servir de terrain de manœuvre à la Wehrmacht. En Messiner, Weißkirch et tous les villages, Waldhus, Waldbrunn, Rollbach, je sais pas. Il y avait 18 villages en tout. Les gens, ils avaient tout remis en ordre, les maisons étaient propres de nouveau, et puis après, les autres, ils s'en foutaient de nouveau à la porte. Ça, c'est les militaires qui sont venus, hein. Il faut partir de nouveau, aussi vite que possible. Et ils disaient, vous n'avez pas besoin d'emmener grand-chose, parce que là où on va, il y a tout. En novembre, Bürkel frappe un grand coup cette fois-ci. Ce sera la plus grande vague d'expulsion. Elle va concerner à peu près 55 000 Mosellans. Il s'agit de se débarrasser de la population entière d'une grande partie de la Moselle francophone. À la différence de ce qui s'est passé pendant l'été 1940, cette expulsion va être annoncée par voie d'affiche, dans la presse. Eh bien, c'est d'abord les maires qui ont été convoqués à Metz par le Gauleiter Bürkel, et puis il leur a laissé entendre que la question des francophones allait être réglée définitivement.
Quand on fait une carte de la Moselle des expulsés de novembre 1940, c'est essentiellement les arrondissements ruraux et francophones de Château-Salins, de Metz-Campagne, qui sont concernés. Et en plus, il va y avoir des commissions de triage qui vont venir dans les villages. Tous les chefs de famille étaient convoqués à la mairie par quelqu'un de la Kreisleitung de Château-Salins. Hein, c'était la sous-préfecture. Et on leur a posé la question, voulez-vous devenir citoyen allemand avec tout ce que ça comporte d'obligations et de devoirs? Alors, moi, les gens ont répondu non. Hein. C'est un petit village de 50 habitants. Sur les 50, il y en a 48 qui sont partis. 2 qui sont restés. Papa avait été à la mairie, donc il y avait une réunion. Et quand il est revenu, il nous a posé la question, est-ce qu'on reste ou on s'en va? Alors, mon frère et moi, on a dit, oh, on ne veut pas rester avec les Allemands, on veut partir en France. Il est resté à Vic, je crois, 3 familles, c'est tout. Ils nous ont remis un bout de papier. Attendez, j'en ai un. J'ai un exemple là. Es wird bestätigt, dass Herr Alfred mit Familie heute nach Frankreich umgesiedelt wurde. Et puis voilà, dans 2 heures, vous serez sur la place, là-bas, avec vos bagages, et puis on vous embarque. On nous a embarqués là dans des camions et on est parti sur Château-Salins, la gare. Alors on avait du regret quand on a quitté le village, vous savez. On regardait notre maison en passant. Il y avait un grand train. Ah, il était grand, ce train. Et on avait déjà l'espoir d'aller en France, pas aller en Pologne, je sais où. On était quand même pas dans des wagons à bestiaux, on était quand même dans des vrais trains. 3e classe, mais des trains quand même. Vers 4 heures, il y arrivait une locomotive en marche arrière qui s'est accrochée à notre train, qui venait d'Avricourt. On s'est dit, c'est bon, quand on va aller dans la direction des Vosges, c'est bon. Alors on était contents, là, on était rassurés. Hein. Eh ben, on regardait un petit peu le paysage, on n'était pas tellement intéressé par ça. On était intéressé par ce qui nous arrivait. Comment on va être reçu, comment ça va se passer là-bas. Ça nous tracassait. Le reste ne nous tracassait pas. Puis quand on a vu qu'on arrivait à Châlons, après c'était tout de suite Mâcon, il y avait les soldats français sur le quai qui nous attendaient. À ce moment-là, on nous rendra les honneurs militaires. Là, il y avait la Marseillaise qui chantait, tout ça. Il y avait tous des soldats français avec le drapeau français qui nous accueillaient, la Croix-Rouge qui nous donnait du café et tout. Nous sommes touchés par cela. La France nous reconnaît. On a été un peu réconfortés, on dit on nous attend, on va être accueillis. Mais... On les laisse en général dans ce train et on les conduit à Lyon. Ou à Lyon, ils vont être le plus souvent regroupés dans les bâtiments de la foire de Lyon. On arrive, je pense que c'est la gare des Brotteaux. On nous a donné des paillasses. Je ne sais pas qui avait utilisé ces paillasses avant nous, mais enfin elles étaient pleines de puces. Alors là, au palais de la foire, il y avait des box avec la paille par terre, on a dormi là-dedans. Les box. Et puis à Lyon, on est resté dans le train dans la soirée. C'est une phase transitoire. Quelques-uns vont rester dans la région lyonnaise, où certaines catégories de population sont accueillies assez facilement, et les autres sont en général dispersés vers le sud-est et surtout le sud-ouest de la France. D'autres deuils. Dans les départements du Midi sont arrivés des milliers de Lorrains exilés de leur pays. Dans la seule ville de Nîmes, 2000 de ces pauvres gens ont trouvé asile. Leur logis provisoire, c'est cette immense salle où plus de 1500 lits sont dressés et où les évacués vivront quelques jours en attendant une installation plus complète. Et puis nous sommes arrivés à Lourdes et je vous jure, j'en ai bu des verres d'eau. Dans l'espoir, je disais toujours, vous pouvez pas un peu la changer en miche de pain? Ce serait quand même mieux que d'avaler de l'eau. Ben non, la Sainte Vierge, elle n'a jamais marché. Il y a beaucoup de gens dans les années 40-41 qui se sont retrouvés du côté de Toulouse avec leurs femmes à côté qui dormaient, les enfants, tout le monde dormait, et eux, ils ne pouvaient pas dormir, ils faisaient le point. À quoi voulez-vous qu'ils pensent? Ils pensaient à sa maison-là. Qu'y a-t-il? Parce que plus de nouvelles pendant 4 ans. Hein.
à part quelques occasions par les chemins de fer, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Ils ne savaient rien, ni de l'un côté ni de l'autre. Donc, qu'est-ce qui est devenu ma maison? Et je suis sûr que par la pensée, comme des fantômes, ils se baladaient dans leur maison. Donc là, quand on a expulsé des gens dans le Saulnois, dans Metz-Campagne, donc il y a effectivement des logements vides. Donc on installe ce que les Allemands considèrent comme du sang allemand dans des maisons d'expulsés. C'est ce qu'on appelle les Bitchois, qui sont restés là, qui ont continué à vivre en Moselle parce qu'ils n'avaient pas le choix. Partir dans l'inconnu. Je ne savais pas comment ça va se passer après. Alors mes parents demandaient, mais où est-ce qu'on va? Alors, ils ont dit, nach Weißkirchen bei Douce. Personne ne savait, et puis ils parlaient de Salzbourg. C'est près de Salzbourg. Et tout le monde croyait que c'est en Autriche. On a appelé ça plus tard que Salzbourg, c'est déjà dans ça là. Ils nous ont déchargés devant l'église, là. Tout le monde, toutes les familles dont on était là-bas. Et puis de là, on a été partagés dans les maisons, dans différentes maisons de Blanche-Église. Tout le monde disait, on va essayer de garder ou de sauver tous les pays, tout ce qu'il y avait chez eux là. Et on a travaillé dur à la culture. Ah, oui. Surtout, on était des jeunes filles et le travail qu'il fallait faire, ça, c'était trop dur pour nous. J'ai eu pas mal de conversations avec des gens qui avaient été expulsés, et ce qui revenait, c'était ça, une colère qu'on ne pouvait pas extérioriser, parce qu'entre-temps, il fallait vivre. On se retrouvait replongé dans un pays complètement différent, qui vous accueillait, mais bon, il n'avait pas que ça à faire non plus. Hein. Alors une fois passés les drapeaux et puis les sandwichs des bonnes sœurs, il arrivait un moment, on se retrouvait tout seul dans une ville, avec des gens gentils, la Croix-Rouge, les Boy Scouts, la mairie. Et puis on essayait de se débrouiller comme on pouvait. On essayait de faire jouer les réseaux, de se retrouver. Où était un tel? Ah ben un tel, il est à Bordeaux. Moi je suis à Toulouse. Comment on va... Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. En février 1941, le Gauleiter décide de continuer l'épuration de la région. Mais cette fois-ci, il a une autre idée. On va faire appel au volontariat. Il donne la possibilité aux Mosellans qui ne se reconnaissent pas allemands d'opter vers la France. Et donc, des gens s'inscrivent dans les mairies et c'est ce qu'on appelle les optants volontaires. C'est-à-dire des gens qui font la démarche de partir vers la France. Mais ils partent dans les mêmes conditions que les expulsés. C'est-à-dire qu'ils prennent les trains, ils partent avec 50 kilos de bagages et 2000 francs, ils vont à Lyon, ils restent au Palais de la Foire. N'empêche qu'il y a eu près de plus de 7500 Mosellans qui ont fait cette démarche-là, parce que ils avaient une expérience non seulement des Allemands, mais du régime nazi. Et notamment, certains avaient peur que leurs enfants portent les bottes. Et c'était l'occasion rêvée pour partir vers la France. Et ceux qui n'auront pas demandé à aller en France, se seront déclarés par là même Volksdeutsch, allemand de race, allemand ethnique. Les expulsions donc, vont continuer jusqu'en le janvier 1943. Les dernières expulsions, c'est le 5 janvier 1943. Après, il va y avoir pas des expulsions, mais une répression sur la population. Mais ces gens-là vont aller dans des camps spéciaux en Silésie et dans les Sudètes. C'est ce qu'on appelle les PRO, les patriotes résistants à l'occupation. Mais les dernières expulsions vers la France, c'est le 5 janvier 1943. Donc on évalue à peu près à 100 000 les Mosellans expulsés par les Allemands, ce qui représente environ 1/5 de la population mosellane de 1940. Et quand ils remontent les uns après les autres, ils sont porteurs de leur colère. Et chacun, dans sa petite idée, avait quand même le sentiment qu'il allait retrouver un voisin qui allait l'accueillir avec des fleurs. Ils ont rêvé de ça, ils me l'ont dit. En lui disant, eh bien mon vieux, qu'est-ce que ça a dû être dur pour toi, quoi. On s'est mis souvent à votre place, mais c'est pas vrai, parce que les gens d'ici, ça avait été encore plus dur. Et chacun s'attendait aux fleurs de l'autre.
chacun avait peur du regard de l'autre. Et ça, cette souffrance-là, cette impossibilité de se définir par rapport à ceux qui étaient restés ici, ça a été une souffrance supplémentaire. Parce qu'ils n'ont même pas été compris quand ils sont arrivés. Donc l'impossibilité a continué. Après, le mystère mosellan, il est là. Et c'est ça qui m'intrigue beaucoup. C'est ça qui mérite d'être expliqué. Même les Mosellans ne se l'expliquent pas. Ils le savent, mais ils n'aiment pas en parler. Et la France de l'intérieur l'ignore complètement. La France est belle, ses destins sont bénis, vivants pour elle, vivants unis. Passez les monts, passez les mers, visitez son climat d'hiver, vous chanterez pour elle. La France est belle, ses destins sont bénis, vivons pour elle, vivons unis.